Nous venons tous d'horizons différents. Nos cultures façonnent nos habitudes, nos valeurs et surtout nos règles. À l'école, certaines normes nous paraissent universelles, presque évidentes. Des règles que l'on pense retrouver partout dans le monde. Mais au Japon, cette certitude vole en éclats. Là-bas, le système scolaire fonctionne selon des principes si différents qu'il défie parfois toute logique occidentale. Des règles strictes, surprenantes et parfois même déroutantes, que des millions d'élèves suivent chaque jour comme si de rien n'était. Accrochez-vous car dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 règles scolaires japonaises les plus incroyables. Numéro 20. Les sous-vêtements blancs sont obligatoires. Imaginez un instant que tout le monde sache déjà quelle est la couleur de vos sous-vêtements. Cela paraît irréaliste. Vous pouvez vous estimer heureux de ne pas avoir été scolarisé au Japon. Dans de nombreux lycées japonais, les élèves sont tenus de porter exclusivement des sous-vêtements blancs. Et non, ce n'est ni une blague, ni une exagération. Certes, toutes les écoles n'appliquent pas cette règle, mais lorsque 138 établissements sur 238 l'imposent, cela en dit long. La règle est si stricte que certains enseignants allaient jusqu'à vérifier visuellement le respect de l'uniforme dans les vestiaires. Et lorsqu'un élève portait une couleur jugée non conforme, il devait s'en débarrasser immédiatement sur place. Beaucoup considèrent cette pratique comme une atteinte grave aux droits fondamentaux et estiment qu'elle n'aurait jamais dû exister. Quant à la raison de cette règle, difficile à justifier aujourd'hui. Heureusement, elle a été largement abandonnée ces dernières années, au grand soulagement des élèves japonais. Numéro 19. Chaque élève est responsable du nettoyage. De nombreux visiteurs repartent du Japon avec la même impression. Le pays est remarquablement propre. D'ailleurs, il figure parmi les pays les plus propres au monde. Et cette propreté ne tombe pas du ciel. Contrairement à de nombreux pays occidentaux où des agents d'entretien sont chargés du nettoyage des écoles. Au Japon, ce sont les élèves eux-mêmes qui s'en occupent. Dès la première année de primaire, les enfants nettoient leur salle de classe. Et cette habitude se poursuit jusqu'à la fin du lycée. Chaque jour, ils consacrent environ 15 minutes au rangement et au nettoyage. Pour les plus jeunes, cela se fait parfois avant la récréation, afin qu'ils puissent ensuite jouer l'esprit tranquille. Cela peut sembler surprenant, mais l'objectif est clair. Maintenir un environnement propre et inculquer très tôt le sens des responsabilités, une habitude qui les accompagne toute leur vie. Numéro 18. La queue de cheval est interdite. Cette règle peut paraître anodine au premier abord, mais la raison qui la motive laisse perplexe. On pourrait penser qu'une queue de cheval est une coiffure simple et appropriée. Pourtant, dans certaines écoles japonaises, les élèves n'ont pas le droit de porter les cheveux attachés de cette façon. Selon ces établissements, cette coiffure serait jugée inappropriée, car elle mettrait en évidence la nuque, ce qui pourrait détourner l'attention des autres élèves. Une justification qui surprend et qui semble difficile à comprendre ailleurs. Numéro 17. Pas de téléphone portable. D'accord, les téléphones peuvent être source de distraction, mais ils font désormais partie intégrante de la vie moderne. Pourtant, au Japon, les autorités scolaires ont longtemps estimé qu'ils n'avaient ni pas leur place à l'école. En 2009, l'usage des téléphones portables a été interdit dans les écoles primaires et les collèges. Cette position a toutefois évolué après le séisme qui a frappé la région d'Osaka en 2018. Les autorités ont alors reconnu que les téléphones pouvaient jouer un rôle utile en cas d'urgence, tant pour les élèves que pour la société. Comme quoi, même les règles les plus strictes finissent parfois par être réévaluées. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Numéro 16. Des chaussures différentes pour l'intérieur et l'extérieur. Dans certains pays, il suffit d'arriver à l'école, de s'installer en classe et de commencer les cours. Au Japon, c'est un peu différent. Avant toute chose, il faut enlever ses chaussures et en mettre une autre paire réservée à l'intérieur. De manière générale, la culture japonaise impose de retirer ses chaussures en entrant dans une maison ou dans de nombreux bâtiments. Dans presque toutes les écoles, cette règle s'applique donc naturellement. Les élèves changent de chaussures et, dans beaucoup d'établissements, ils portent des uwabaki. Ce sont des chaussures légères et souples, faciles à enfiler, conçues uniquement pour l'intérieur. Cela peut vous sembler étrange,
Mais pour les élèves japonais, c'est parfaitement normal. Ils ont l'habitude de faire cela partout où ils vont. C'est simplement leur mode de vie. Numéro 15. Les cours de natation obligatoires. On rencontre souvent des personnes qui ont peur de l'eau, mais il y en a probablement très peu au Japon. Le pays a rendu l'apprentissage de la natation obligatoire pour les élèves, et cela commence dès le plus jeune âge. Lorsque les enfants arrivent au lycée, ils sont déjà parfaitement à l'aise dans l'eau et pratiquent la natation avec plaisir. Et honnêtement, c'est une règle plutôt positive. La natation offre de nombreux bienfaits. Elle stimule le cœur, réduit les tensions sur le corps, développe la force, l'endurance et aide à rester en bonne forme physique. Et en plus de tout ça, en cas de danger, ces élèves sont capables de porter secours à quelqu'un en difficulté dans l'eau. On peut clairement dire que c'est une règle qui sauve des vies. Numéro 14. L'uniforme est obligatoire. Dans certains pays, porter un uniforme n'est pas nécessaire pour aller en cours, mais au Japon, c'est non négociable. Les uniformes sont obligatoires dans les écoles publiques comme privées, et cela répond à plusieurs objectifs. D'abord, ils symbolisent l'égalité. Peu importe la situation sociale des parents, une fois l'uniforme enfilé, tous les élèves sont sur un pied d'égalité. L'uniforme est aussi perçu comme un signe de discipline. Les élèves doivent le porter en permanence, et ne pas respecter cette règle peut entraîner des sanctions. L'uniforme se compose souvent d'une chemise blanche avec un col marin, accompagné d'une jupe plissée ou d'un short. Les couleurs varient selon les établissements, mais le bleu marine et le blanc sont les plus répandus. À cet âge, l'accent est mis sur la simplicité et le côté pratique. Les tissus sont faciles à entretenir et sèchent rapidement, ce qui laisse peu d'excuses pour ne pas venir habillé correctement. Tout élève qui se présente sans uniforme doit s'attendre à des conséquences. Numéro 13. Pas de repas à porter de la maison. Beaucoup de parents ont l'habitude de préparer le déjeuner de leurs enfants, convaincus que c'est essentiel pour leur santé. Mais au Japon, les écoles estiment pouvoir faire encore mieux. Dans les écoles primaires et les collèges, les élèves n'ont pas le droit d'apporter leur repas de chez eux. Tous mangent le même déjeuner scolaire, et ces repas sont souvent très appétissants. Les menus sont élaborés par des nutritionnistes et le moment du repas est considéré comme un temps d'apprentissage à part entière. D'ailleurs, on ne parle pas simplement de déjeuner, mais de shokuiku, c'est-à-dire l'éducation à l'alimentation et à la nutrition. Comme les repas ne viennent pas de la maison, on pourrait penser qu'ils sont gratuits, mais ce n'est pas le cas. Toutefois, le coût est largement subventionné et revient à environ 2,30 € par repas. Le point rassurant pour les parents, c'est que les repas sont préparés à partir d'ingrédients frais, souvent biologiques et non transformés. Chaque menu apporte environ 600 à 700 calories, avec un équilibre entre glucides, viande ou poisson, et légumes. Chaque année, le gouvernement japonais analyse les habitudes alimentaires et les besoins nutritionnels de la population, afin d'adapter les menus scolaires en conséquence. Si vous pensez qu'il n'y a rien de spécial là-dedans parce que vous aussi, vous mangiez à la cantine quand vous étiez élève, détrompez-vous. Au Japon, le repas ne se prend généralement pas dans un réfectoire, mais directement en classe. Les élèves se servent entre eux et, comme vous l'imaginez, il n'y a aucune place pour le désordre. Chacun nettoie après le repas. Et non, personne ne s'en plaint. La nourriture est tellement appréciée que certains parents appellent même l'école pour demander les recettes. Avouez que ça donne faim. Numéro 12. Les élèves ne redoublent pas. C'est très différent de ce que beaucoup ont connu ailleurs. Dans de nombreux pays, lorsqu'un élève a de mauvais résultats, il peut être amené à refaire une année ou à suivre des cours de rattrapage. Au Japon, ce n'est pas le cas. Les élèves passent automatiquement dans la classe supérieure, quel que soit leur niveau aux examens. Vous vous dites peut-être que ça a l'air idéal, mais attention, les notes comptent énormément pour l'entrée au lycée ou à l'université. Les élèves savent donc qu'ils doivent travailler sérieusement s'ils veulent accéder au niveau supérieur. Et entre la pression sociale et celle de la famille, il est très rare de voir des élèves se relâcher. Numéro 11. La ponctualité est primordiale. Petite histoire. En 2018, un train japonais est parti avec 25 secondes d'avance. Ailleurs, cela passerait inaperçu. Mais au Japon,
L'incident a été qualifié d'inexcusable par la compagnie ferroviaire. Des excuses officielles ont été présentées et le personnel a été formé pour éviter que cela ne se reproduise. Les Japonais sont réputés pour être parmi les peuples les plus ponctuels au monde. Ils accordent une grande importance au respect du temps des autres et cherchent à ne déranger personne. Cette rigueur ne concerne pas que les trains. Les élèves arrivent souvent en avance à l'école. Les réunions commencent à l'heure exacte et les commerces ouvrent pile à l'heure annoncée. Si vous avez un rendez-vous avec un Japonais, mieux vaut arriver en avance. Il y a de fortes chances qu'il soit déjà là. Numéro 10. La coupe de cheveux des garçons. La fameuse coupe two block est très populaire ailleurs, mais si vous êtes élève au Japon, il est possible qu'elle vous soit interdite. Cette coiffure est pourtant jugée propre et moderne. Mais certaines écoles estiment qu'elle pourrait poser problème, voire provoquer des accidents. Une justification qui laisse perplexe. Les autorités expliquent aussi que cette règle servirait à renforcer la discipline et le respect de la hiérarchie scolaire. Beaucoup de parents trouvent cet argument peu convaincant, d'autant plus que cette coupe est appréciée de nombreuses célébrités japonaises. Malgré tout, dans le cadre scolaire, elle reste souvent interdite. Numéro 9. Le Sasumata. Dans certaines écoles japonaises, on trouve un objet pour le moins surprenant. Le Sasumata est un outil traditionnel issu du Japon féodal, autrefois utilisé par les forces de l'ordre pour maîtriser une personne sans la blesser. Il ressemble à une longue perche munie d'une fourche en forme de U. Aujourd'hui, une version moderne, sans éléments dangereux, est parfois conservée dans les écoles comme moyen de protection en cas d'intrusion. Cet outil est conçu pour maintenir une personne à distance sans contact direct. Son utilisation reste très rare et le contexte japonais, où la possession d'objets dangereux est extrêmement limitée, rend cette mesure surtout préventive. Numéro 8. Les relations amoureuses sont interdites. Même s'il est courant que des élèves développent des sentiments, les écoles japonaises interdisent généralement toute relation amoureuse entre élèves. Officiellement, cette règle vise à garantir que chacun reste concentré sur ses études. Il est donc interdit de montrer la moindre affection à l'école, comme se tenir la main. Même en dehors de l'établissement, la discrétion est fortement encouragée. Dans certains cas, cette règle a entraîné des sanctions très sévères. Les parents soutiennent souvent cette politique, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux élèves. Bien sûr, malgré les règles, certains continuent à se fréquenter en secret. Mais cela peut parfois mener à des situations compliquées. Des études ont montré que certaines relations entre adolescents peuvent s'accompagner de comportements excessivement contrôlants. Une enquête a révélé qu'une proportion importante de lycéennes avaient déjà subi des restrictions imposées par leurs petits amis, comme des limitations dans leurs sorties ou leurs contacts. Numéro 7. Les écoles de bachotage. Une école de bachotage, appelée Juku, est un établissement spécialisé qui aide les élèves à réussir les examens d'entrée. Pour comprendre pourquoi ces écoles existent, il faut savoir que les cours classiques et la vie scolaire ordinaire ne préparent pas réellement à ces examens. Il est presque impossible de les réussir en se contentant uniquement des cours réguliers. Les épreuves sont réputées très difficiles et beaucoup d'élèves échouent. De plus, les classes sont souvent surchargées, avec plus de 40 élèves, ce qui complique la concentration. Certains apprennent vite, d'autres ont plus de difficultés, et les enseignants sont contraints d'adapter le niveau au plus grand nombre. Au Japon, il existe deux grands types de Juku. Le premier s'appelle Shingaku Juku, et il prépare l'entrée dans les collèges, lycées ou universités les plus sélectifs. Le second, le Hoshu Juku, est une école de soutien destinée aux élèves qui ont du mal à suivre le rythme des cours classiques. En résumé, quel que soit le problème rencontré en classe, le Juku est là pour y répondre. Numéro 6. Pas de professeur remplaçant. Dans beaucoup de pays, lorsqu'un enseignant est absent, un remplaçant prend le relais, et les élèves espèrent souvent une journée plus tranquille. Cela permet d'éviter que les élèves restent sans activité. Mais au Japon, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si un professeur est absent, il n'y a pas de remplaçant. Les élèves prennent en charge la séance, font leurs devoirs et étudient seuls, sans encadrement direct, et tout se déroule normalement. Les élèves japonais sont formés très tôt à l'autonomie, et cela les accompagne jusque dans leur vie d'adulte.
On pourrait presque donner raison à Jean-Jacques Rousseau, qui comparait l'esprit de l'enfant à une page blanche. À force d'apprendre à se débrouiller seul, ces élèves développent une indépendance impressionnante. On finit même par se demander pourquoi ils auraient besoin d'un professeur. Passons maintenant au choix du jour. Ces images montrent des élèves japonaises en uniforme, mais un détail attire particulièrement l'attention: la longueur de leurs jupes. Les films et les animés donnent souvent cette image, mais toutes les écoles n'autorisent pas ces jupes très courtes. Dans certains établissements, elles sont pourtant permises, et les élèves n'ont pas le droit de porter de collants. Même par temps froid, cette interdiction reste en vigueur, car il est estimé que certains motifs pourraient attirer trop l'attention. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 5. Les activités de club sont très importantes. Dans certains pays, les clubs sont optionnels, mais au Japon, ils occupent une place centrale. Dès le début de l'année scolaire, les clubs font leur promotion, affichent des posters et recrutent de nouveaux membres. Pour les nouveaux élèves, le choix peut sembler déroutant. Quelques jours après la cérémonie de rentrée, une réunion est organisée pour présenter les différentes activités. Ces activités extrascolaires, appelées Bukatsudo, sont très répandues au collège et au lycée. Même si elles ne sont pas officiellement obligatoires, la grande majorité des élèves rejoint un club. On distingue principalement les clubs sportifs et les clubs culturels, avec une grande variété d'options. Il existe aussi des clubs d'arts martiaux, comme le kendo, le judo ou le kyudo, et parfois le karaté, le sumo ou l'aïkido. Les clubs culturels regroupent des activités comme les fanfares, les arts plastiques, l'artisanat, le chant, le théâtre ou la musique moderne. Certains clubs se réunissent 1 ou 2 fois par semaine, tandis que d'autres s'entraînent presque tous les jours après les cours, y compris pendant les vacances, afin de se préparer à des compétitions nationales. Chaque club est encadré par un enseignant, mais l'autonomie des élèves est fortement encouragée. Il n'est même pas nécessaire de forcer les inscriptions, car voir les autres s'investir donne naturellement envie de participer. Numéro 4. Aucun accessoire autorisé. Dans de nombreux pays, les accessoires posent peu de problèmes, tant qu'ils restent discrets. Au Japon, en revanche, ils sont tout simplement interdits. Pas de vernis à ongles, pas de bijoux, pas de piercing. Même chez les adultes, les piercings sont relativement rares. Les perçages d'oreilles sont généralement associés à la transgression des règles. À l'école, les élèves n'ont pas non plus le droit de porter de casquette, de chapeau, ni d'écouteurs ou de casque audio pendant la journée. Les établissements souhaitent que les élèves respectent strictement l'uniforme, sous-vêtements blancs, chaussettes, chaussures et sacs réglementaires. Tout élément supplémentaire peut entraîner des sanctions sévères. Numéro 3. Les cheveux doivent être noirs. Il existe différentes couleurs de cheveux, mais au Japon, la grande majorité de la population a naturellement les cheveux noirs. Et lorsqu'un élève n'aime pas cette couleur et souhaite se teindre les cheveux, cela devient rapidement un problème. Le règlement scolaire impose des cheveux noirs. Mais alors, que se passe-t-il pour les élèves qui ont naturellement les cheveux clairs ou châtains? Dans ces cas-là, les parents sont convoqués et doivent prouver que la couleur des cheveux de leur enfant est naturelle. C'est seulement à ce moment-là que l'élève peut être exempté de la règle. Une affaire a d'ailleurs provoqué un énorme débat national en 2017. Ces règles, appelées Buraku Kosoku, ont conduit à une situation extrême. Une lycéenne a été forcée de teindre ses cheveux naturellement clairs en noir. Elle s'est exécutée au début, puis a cessé. L'administration a alors retiré son bureau de la salle de classe, effacé son nom des registres et vérifié régulièrement la repousse de ses cheveux. La jeune fille a porté plainte pour détresse psychologique et a finalement reçu environ 3 000 $ d'indemnisation de la part des autorités locales. Malgré cela, le tribunal a estimé que l'établissement avait le droit d'imposer des règles concernant l'apparence. Numéro 2. L'été qui déçoit. Alors que dans beaucoup de pays, les vacances d'été marquent une vraie coupure à la fin de l'année scolaire, au Japon, c'est très différent. L'année scolaire commence en avril et non en septembre. Résultat, l'été arrive en plein milieu de l'année. On pourrait croire que c'est un moment de repos et de voyage en famille, mais pour les élèves japonais, le travail continue. Les vacances d'été durent environ 5 semaines, soit 2 fois moins qu'aux États-Unis,
Et même pendant cette période, les élèves se rendent encore à l'école pour participer aux activités de club. Lorsqu'ils restent à la maison, ils consacrent leur temps aux devoirs et aux révisions. Certains élèves retournent même à l'école avec leurs enseignants, donnant l'impression qu'ils n'ont presque jamais de véritable pause. À force, cette organisation devient normale à leurs yeux. En théorie, les vacances servent à permettre aux enfants de jouer, un élément important pour le développement cognitif. Mais au Japon, il y a presque toujours du travail ou des activités prévues. Cela dit, rien n'est totalement obligatoire. Une fois les devoirs et les activités terminés, les élèves peuvent rester chez eux et passer davantage de temps avec leur famille. Numéro 1. Le salut respectueux. Pour finir, le respect occupe une place centrale dans la culture japonaise, et ce n'est pas pris à la légère. En vous promenant à Tokyo en fin de journée, vous verrez souvent des groupes de salariés s'incliner les uns devant les autres pour se dire au revoir. Tout le monde s'incline, et pour un étranger, il est parfois difficile de savoir quand et comment le faire. L'inclinaison est un signe de respect et de politesse. À l'école, cette pratique est omniprésente. Les élèves saluent leurs enseignants en s'inclinant selon un rituel bien précis. En entrant en classe, ils se mettent en rang et saluent le professeur pour dire bonjour. En quittant la salle, ils s'alignent à nouveau et s'inclinent en disant « Merci pour le cours » ou « Merci pour votre temps ». Pendant la leçon, lorsqu'un élève souhaite répondre à une question, il lève la main et attend l'autorisation du professeur avant de parler. Dans les couloirs, les élèves saluent également les enseignants en s'inclinant et en disant « Bonjour ». À la fin d'un cours, les élèves s'inclinent et disent « Otsukare sama deshita », une formule très courante à l'école, notamment envers les enseignants à temps partiel. En revanche, utiliser cette expression avec un professeur ou un enseignant universitaire peut parfois être mal perçu. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.